Je m'appelle Antoine et pendant 47 ans, j'ai cru m'y connaître en nature humaine. J'ai bâti un empire à partir de rien, une entreprise de construction qui emploie aujourd'hui plus de 300 personnes à travers la France. J'ai vu des escrocs, des manipulateurs, des gens qui voulaient m'utiliser pour mon argent. Je les repérais toujours. J'avais toujours une longueur d'avance, jusqu'à ce que je rencontre Juliette. Nous nous sommes rencontrés dans une galerie d'art à Paris, lors du vernissage d'un jeune artiste dont j'ai oublié le nom. Mais elle, je m'en souviens. Elle se tenait devant une toile abstraite, vêtue d'une robe bordeaux, les cheveux relevés en un chignon lâche, quelques mèches tombant sur son visage. Quand elle s'est retournée et que nos regards se sont croisés, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais plus éprouvé depuis la mort de ma première femme, Claire. C'était 5 ans plus tôt. Le cancer l'avait emportée en 9 mois, me laissant seul dans cette immense villa à Saint-Cloud. Juliette avait 28 ans, j'en avais 42. La différence d'âge ne me semblait pas si importante, d'autant qu'elle était mûre, intelligente, et parlait d'art et de littérature d'une manière qui me fascinait. Elle travaillait comme assistante dans un musée, gagnait une misère, mais ne s'en plaignait jamais. C'est moi qui ai commencé à l'inviter dans les meilleurs restaurants, en week-end à Nice, Bordeaux, Chamonix. Elle ne demandait jamais rien. Elle ne suggérait jamais qu'elle avait besoin de plus. C'est ce qui m'a charmé. Dans un monde plein d'avidité, elle semblait pure. 1 an plus tard, nous nous sommes fiancés. 6 mois après, nous nous sommes mariés dans une petite église du Vésinet, en présence de la famille proche et des amis. Ma fille Léa, qui étudiait à Londres, n'a pas pu venir à la cérémonie. C'était étrange, mais elle a dit qu'elle avait ses examens partiels. Aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir insisté. Elle m'aurait peut-être ouvert les yeux. Juliette a emménagé dans ma villa et les premiers mois furent merveilleux. Elle cuisinait même si elle n'y était pas obligée, car nous avions Madame Solange, qui s'occupait de la maison depuis des années. Elle riait à mes blagues, m'interrogeait sur mon travail, semblait sincèrement intéressée par ma vie. La nuit, elle se blottissait contre moi et murmurait que j'étais l'homme de sa vie. J'étais idiot, aveugle et idiot. 6 mois après le mariage, Juliette m'a demandé si son frère pouvait venir habiter chez nous quelque temps. Elle a dit que Maxime avait perdu son emploi à Lyon, qu'il avait des problèmes financiers et avait besoin d'un endroit pour se remettre sur pied. Elle le décrivait comme quelqu'un de sensible, un artiste qui n'avait jamais trouvé sa place dans la vie. Elle avait les larmes aux yeux en parlant de lui. Comment pouvais-je refuser? Maxime est arrivé 1 semaine plus tard, avec un seul sac de voyage et de l'incertitude dans le regard. Il était mince, grand, les cheveux longs attachés en queue de cheval, des tatouages sur les 2 avant-bras. Il avait l'air du genre à passer plus de temps en boîte qu'au travail. Mais j'ai essayé de ne pas juger trop vite. Juliette l'a serré dans ses bras pour l'accueillir. Il a souri timidement et m'a dit qu'il m'était reconnaissant pour cette chance. Je lui ai proposé un poste dans mon entreprise, quelque chose de simple pour commencer, pour qu'il gagne un peu d'argent. Il a refusé. Il a dit qu'il avait une psyché fragile, qu'il n'était fait ni pour le travail physique ni pour le bureau, qu'il avait besoin de temps pour trouver sa voie. Juliette le défendait, disant que je ne devais pas le forcer, que chacun a son propre rythme. J'ai accepté, car je voulais être un bon mari, un bon beau-frère. Je voulais qu'il se sente chez lui. Je lui ai donné une chambre à l'étage, avec vue sur le jardin. Celle qui était autrefois la chambre d'amis de Claire, où nous recevions sa sœur quand elle venait de Nantes. Maxime s'y est installé confortablement. Il ne sortait pas beaucoup, passait la plupart de son temps devant son ordinateur ou dans le jardin à fumer des cigarettes. Juliette disait que c'était normal, qu'il avait besoin d'espace pour se retrouver. Parfois, j'entendais leur rire depuis le salon quand je rentrais tard du travail. Ils semblaient proches, comme un frère et une sœur devraient l'être. 2 mois ont passé. Maxime était toujours au chômage, passait toujours ses journées à la maison. J'ai commencé à remarquer de petites choses. La façon dont il la regardait, comment il effleurait son épaule en la croisant, comment ils s'asseyaient l'un près de l'autre sur le canapé, plus près que nécessaire. Je me disais que j'exagérais, que c'était des gestes innocents. Après tout, c'était son frère. Personne ne pouvait être assez effronté pour faire une chose pareille sous mon toit. Mais quelque chose a changé. Juliette est devenue plus distante. Elle disait qu'elle était fatiguée, qu'elle avait mal à la tête. Nous avons cessé de faire l'amour aussi souvent qu'avant. Et quand cela arrivait, j'avais l'impression qu'elle était ailleurs, comme si elle jouait un rôle. Maxime a commencé à se comporter encore plus librement. Il se promenait torse nu dans la maison,
laissait traîner ses affaires partout, agissant comme si c'était chez lui, pas chez moi. Un soir, en rentrant d'un chantier près d'Orléans, je me suis arrêté devant la grille et j'ai vu par la fenêtre du salon qu'ils dansaient ensemble. La musique était forte. Juliette portait un t-shirt ample et un short. Maxime la tenait par la taille. Ils riaient, tournoyaient, ressemblaient à un couple d'amoureux, pas à un frère et une sœur. Quelque chose s'est brisé en moi à ce moment-là, mais je ne voulais toujours pas y croire. J'ai commencé à observer. Je rentrais plus tôt, sans prévenir. J'écoutais leurs conversations. J'ai remarqué que lorsqu'ils pensaient que je dormais, ils chuchotaient dans le couloir. Parfois, j'entendais des pas dans la nuit, des portes qui se fermaient doucement. Une fois, je me suis réveillé à 3 heures du matin et j'ai vu de la lumière sous la porte de la chambre de Maxime. J'y suis allé, j'ai frappé. Juliette a ouvert, en peignoir, les cheveux ébouriffés, les yeux grands ouverts. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas dormir, qu'elle parlait avec son frère de leur enfance, de leurs parents. Elle a souri, m'a embrassé sur la joue et est retournée dans notre chambre. Maxime m'a regardé depuis le lit en caleçon, son ordinateur portable sur les genoux. Il a dit bonne nuit. J'ai fermé la porte et suis retourné au lit. Mais je n'ai pas pu me rendormir. C'était il y a 3 semaines. Aujourd'hui, je connais la vérité. Je ne suis pas idiot. J'en ai trop vu pour me mentir plus longtemps. J'ai appelé un vieil ami de l'armée, Marc, qui dirige une agence de détectives à Paris. Je lui ai tout dit. Il n'a pas ri, n'a fait aucun commentaire. Il a simplement écouté et a dit qu'il s'en occupait. En 3 jours, j'avais des micros dans le salon, des caméras cachées dans les lampes, un système qui enregistrait tout ce qui se passait dans la maison en mon absence. Le premier jour, je les ai vus s'embrasser dans la cuisine. Un long baiser passionné, ses mains sur ses fesses, ses doigts dans ses cheveux. Je me tenais dans mon bureau, à la Défense, et je regardais l'écran de mon ordinateur, sentant quelque chose mourir en moi. Je n'ai pas pleuré. J'étais trop furieux pour pleurer. Mais mes mains tremblaient en fermant le fichier. Le deuxième jour, l'enregistrement était pire. Ils sont allés dans sa chambre le matin, juste après mon départ pour une réunion. Ils y ont passé 2 heures. Je n'ai pas eu besoin de tout regarder pour savoir ce qu'ils faisaient. Les sons suffisaient. Ses gémissements à elle, sa voix à lui chuchotant quelque chose en anglais, pas en français. C'était étrange. Pourquoi en anglais? Mais j'étais trop occupé à essayer de ne pas détruire tout mon bureau pour l'analyser sur le moment. Le 3e jour, Marc est venu me voir en personne. Il a apporté un dossier rempli de documents. Nous nous sommes assis dans mon bureau, j'ai fermé la porte et demandé à ma secrétaire de ne pas nous déranger. Marc a étalé les papiers sur le bureau et a commencé à parler d'un ton calme et factuel, comme s'il présentait un rapport financier. Juliette ne s'appelle pas Juliette Martin. Elle s'appelle Caroline Dubois et vient de Marseille. Elle a 32 ans, pas 28. Maxime n'est pas son frère. Il s'appelle Paul Richter et c'est son partenaire depuis 6 ans. Pas seulement dans la vie. Ils forment une équipe, des escrocs spécialisés dans l'arnaque d'hommes riches d'âge moyen. Ils ont déjà fait 7 victimes au cours des 10 dernières années. Des Allemands, des Italiens, un Espagnol, 2 Français avant moi. Toujours le même schéma. Elle rencontre un homme, l'épouse, et après quelques mois, elle introduit le frère ou le cousin qui a besoin d'aide. Ils vivent ensemble, collectent des informations sur les finances, cherchent des moyens de soutirer de l'argent, et puis ils disparaissent. Marc m'a montré des photos. Caroline et Paul à Munich avec un industriel allemand qui a plus tard signalé le vol de 100 000 €. Caroline et Paul à Milan, avec un homme d'affaires âgé qui a perdu sa villa à cause d'une fraude documentaire. Caroline et Paul à Bordeaux il y a 2 ans, avec un producteur de cinéma qui a perdu toutes ses économies et s'est suicidé 1 an plus tard. Mon cœur s'est arrêté un instant. J'ai regardé Marc. Ce sont des meurtriers? Ai-je demandé. Non, ce sont des voleurs. Mais ils détruisent des vies, a-t-il répondu. Les documents suivants montraient leurs véritables identités. Paul Richter a une peine avec sursis en Allemagne pour fraude financière. Caroline Dubois a été arrêtée 2 fois, mais n'a jamais fait de prison. Ils sont doués dans ce qu'ils font. Ils ont de faux papiers, de faux noms, tout un réseau de contacts qui les aide. Juliette Martin est un personnage créé spécialement pour moi. Même son travail au musée était faux. Elle n'y a jamais travaillé. Les connaissances à la galerie où nous nous sommes rencontrés étaient aussi des complices. Tout était planifié. Depuis combien de temps? Ai-je demandé. Combien de temps m'ont-ils observé avant de m'aborder? Au moins 6 mois,
a dit Marc. Ils ont vérifié ta situation financière, tes habitudes, tes faiblesses. Ils savaient pour la mort de ta femme. Ils savaient que tu étais seul. Ils en ont profité. J'ai eu la nausée. Je me suis levé de mon bureau. Je suis allé à la fenêtre et j'ai regardé Paris s'étendre sous mes yeux. Cette ville que je connaissais depuis toujours me semblait soudain étrangère, comme si je n'y étais qu'un invité, un touriste naïf qu'on pouvait manipuler. Et maintenant, ai-je demandé. On peut aller voir la police, a dit Marc. J'ai des preuves. Les enregistrements, les documents, tout. Ils finiront en prison. J'y ai réfléchi un instant. À la façon dont ils sont assis chez moi en ce moment, peut-être en train de faire l'amour dans la chambre à côté de la mienne, riant de ma naïveté. Peut-être parlent-ils de combien ils peuvent encore me soutirer avant de disparaître. Peut-être planifient-ils déjà comment sortir l'argent du pays, comment vendre ma maison, comment voler tout ce pour quoi j'ai travaillé toute ma vie. Non, ai-je dit, on ne va pas voir la police. Pas encore. Marc m'a regardé avec surprise. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux qu'ils paient vraiment, pas derrière les barreaux, où ils auront une peine avec sursis et sortiront dans 1 an. Je veux qu'ils perdent tout, exactement comme ils voulaient que je perde tout. J'ai vu que Marc comprenait. Il a souri légèrement et a hoché la tête. J'aurais besoin de ton aide, ai-je ajouté. Et de temps. 2 semaines. Peut-être 3. Tu les as, a-t-il dit. Nous nous sommes remis au travail. Les jours suivants, j'ai mené une double vie. À la maison, j'étais le même Antoine qui faisait toujours confiance, qui était poli, qui ne remarquait rien d'étrange. J'embrassais Juliette pour lui dire bonjour. Je demandais à Maxime comment s'était passée sa journée. Je dînais avec eux à table, parlant de la météo et de politique, de tout ce qui n'avait aucune importance. Le soir, je faisais semblant de dormir, et eux se faufilèrent dans le couloir, pensant être invisibles. Mais je voyais tout, j'enregistrais tout, et je planifiais. Caroline et Paul ne savaient pas que chacune de leurs conversations était enregistrée. Ils ne savaient pas que j'avais accès à leurs ordinateurs, à leurs téléphones, à leurs emails. Marc avait installé tout ce dont j'avais besoin, et j'ai commencé à découvrir l'ampleur de leur plan. Ils voulaient vider mes comptes bancaires. Juliette avait déjà mes identifiants. En tant qu'épouse, elle avait accès à certains comptes. Mais pas à tous. Ils avaient besoin de ma signature sur plusieurs documents pour pouvoir transférer de plus grosses sommes. Ils attendaient le bon moment. Ils prévoyaient de rester encore 2, peut-être 3 mois, assez longtemps pour ne pas éveiller les soupçons, puis de tout prendre et de disparaître. J'ai vu des emails à leurs contacts à l'étranger, des discussions sur des sociétés écrans vers lesquelles ils devaient transférer l'argent, des plans concernant la vente de la villa, qu'ils voulaient mettre à mon nom pour la vendre ensuite dans mon dos, en utilisant de faux papiers. C'était un plan professionnel, peaufiné dans les moindres détails. Mais ils avaient un problème. Ils ne savaient pas à qui ils s'attaquaient. Ils ne savaient pas qu'Antoine Mercier n'avait pas bâti un empire en étant un imbécile naïf. Ils savaient pour ma fortune, ma gentillesse, ma solitude. Mais ils ignoraient ma détermination, ma patience et ma mémoire. Je n'oublie jamais ceux qui m'ont trahi. Je ne pardonne jamais. Le plan était simple, mais exigeait de la précision. J'avais 2 semaines pour tout préparer avant que Caroline et Paul ne soupçonnent quoi que ce soit. La première étape a été de sécuriser mes finances. J'ai appelé mon avocat, André, qui me connaissait depuis 20 ans et en qui j'avais une confiance aveugle. Nous nous sommes vus à son cabinet, loin des regards indiscrets. « Antoine, qu'est-ce qui se passe ?» a-t-il demandé en voyant ma tête. Je lui ai tout raconté. J'ai montré les documents de Marc, les enregistrements, les preuves. André écoutait en silence, son visage se crispant de plus en plus. Quand j'ai fini, il a soupiré lourdement et secoué la tête. « C'est incroyable. Des pros. Si tu étais venu 1 mois plus tard, ils auraient pu fuir avec le pactole. » Quand ils ne fuiront pas, ai-je dit. Je veux que tu transfères tous mes actifs vers une nouvelle structure. Fondation, fiducie, n'importe quoi. Juliette ne doit pas y avoir accès. Je veux aussi que tu prépares une demande de divorce, mais ne la dépose pas encore. Je le ferai au moment opportun. Et la police? Plus tard, ai-je dit. D'abord, je veux qu'ils comprennent qu'ils ont perdu. André a hoché la tête et s'est mis au travail. En 3 jours, mon argent était en sécurité, caché dans des endroits que Caroline ne pourrait jamais atteindre. Les comptes qu'elle voyait sont restés avec des sommes minimales, suffisantes pour ne pas éveiller les soupçons, mais rien de plus.
La vraie fortune était ailleurs. Ensuite, je me suis concentré sur leur plan. D'après les emails que Marc avait interceptés, je savais que Caroline et Paul prévoyaient de présenter de faux documents chez le notaire pour vendre ma villa de Saint-Cloud. Ils avaient déjà un acheteur, un homme d'affaires russe qui ne posait pas trop de questions et était prêt à payer en liquide. La transaction devait avoir lieu dans 1 mois. J'ai appelé ce notaire, Maître Bernard, que je connaissais personnellement. Je lui ai exposé la situation, montré les preuves. Il était choqué. Il a accepté de coopérer. Quand Caroline et Paul viendraient avec les faux papiers, il serait prêt. La police aussi serait prête. Mais ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Je voulais plus. Je voulais qu'ils souffrent, comme j'avais souffert. Qu'ils ressentent la peur, la trahison, l'humiliation. Je savais qu'ils avaient des contacts avec d'autres escrocs, avec des gens qui les avaient aidés par le passé. Il ressortait des emails qu'ils avaient une dette envers un certain Le Grec à Marseille, un homme qui leur fournissait de faux papiers. 10 000 euros. Ils n'avaient jamais payé. Le Grec s'impatientait, menaçait de les dénoncer à la police s'ils ne recevaient pas l'argent. J'ai trouvé le contact du Grec. Je lui ai écrit, non pas en tant qu'Antoine Mercier, mais comme quelqu'un d'autre, intéressé par ses services. J'ai arrangé un rendez-vous à Paris. Il est venu 1 semaine plus tard. Nous nous sommes vus dans un café du centre loin de Saint-Cloud. Le Grec était un homme petit et nerveux, la quarantaine, avec une moustache et un gros ventre. Il avait un fort accent du sud. Nous nous sommes assis dans un coin. J'ai commandé un café et lui un whisky. « Alors, de quoi vous avez besoin ?» a-t-il demandé en me regardant avec suspicion. « D'informations, ai-je dit, sur Caroline Dubois et Paul Richter. » Son visage a blêmi. Il a reposé son verre et m'a regardé avec inquiétude. « Qui êtes-vous ?»« Quelqu'un qui a ce dont tu as besoin, » ai-je dit calmement. J'ai sorti une enveloppe de ma poche et l'ai posée sur la table. 10 000 euros. Ta dette. Le Grec a pris l'enveloppe de ses mains tremblantes, l'a ouverte et a compté l'argent. Ses yeux se sont écarquillés. Qu'est-ce que vous voulez en échange? Je veux que tu fasses un dernier document pour eux, mais avec un petit changement. Je lui ai expliqué le plan. Le Grec écoutait et un sourire est lentement apparu sur son visage. Quand j'ai fini, il a ri doucement. C'est génial, a-t-il dit. Ils ne s'en rendront jamais compte. Et s'ils s'en rendent compte, ça n'aura aucune importance. Il sera trop tard. Nous nous sommes serrés la main. Le Grec a pris l'argent et est parti. Je savais que je pouvais lui faire confiance. Pas parce qu'il était honnête, car il ne l'était pas. Mais parce que maintenant, il était de mon côté. Et Caroline et Paul venaient de perdre leur allié le plus important. À la maison, tout semblait normal. Juliette préparait le dîner. Maxime était assis dans le salon, jouant à un jeu sur son ordinateur. Je leur ai souri, j'ai dit que la journée avait été dure, que je devais me reposer. Je suis allé dans la chambre, je me suis allongé sur le lit et j'ai fixé le plafond. Je savais que derrière le mur, ils complotaient, planifiaient, riaient de ma bêtise. Mais ils ne savaient pas qu'ils avaient déjà perdu. Ils ne savaient pas que chacun de leurs mouvements était contrôlé, que chaque conversation était enregistrée, que chaque plan était connu. Ils ne savaient pas qu'au lieu de voler ma vie, ils creusaient leur propre tombe. J'ai commencé à compter les jours. 2 semaines avant le rendez-vous chez le notaire. 2 semaines avant que tout ne se termine. Chaque nuit, j'entendais leurs pas dans le couloir, leurs chuchotements, leurs rires. Et à chaque fois, je ressentais une satisfaction grandissante, sachant que c'était les derniers jours de leur liberté. Un soir, au dîner, Juliette m'a regardé avec inquiétude. « Antoine, tu te sens bien ? Tu es si silencieux ces derniers temps. » J'ai souri et lui ai tapoté la main. « Je suis juste fatigué, chérie. Beaucoup de travail. On devrait peut-être partir quelque part. » A-t-elle suggéré. « En week-end, juste tous les deux ?» Maxime l'a regardé rapidement comme s'il voulait dire quelque chose, mais s'est retenu. Je voyais que cette idée ne lui plaisait pas. Il ne voulait pas que nous soyons seuls. Il avait peur que je remarque quelque chose, que je parle, que je commence à avoir des soupçons. Excellente idée, ai-je dit. Mais peut-être dans quelques semaines. J'ai une réunion d'affaires importante. Je ne peux pas quitter la ville maintenant. Bien sûr, a-t-elle dit en souriant. Mais j'ai vu le soulagement dans ses yeux. Elle ne voulait pas de ce voyage. Ce n'était qu'un jeu. Quand je suis allé me coucher, ils sont restés au salon. J'ai entendu leur conversation via l'interphone que Marc avait installé. Tu crois qu'il sait quelque chose ?
a demandé Paul en anglais. Non, a répondu Caroline. Il est trop bête pour soupçonner quoi que ce soit. Encore 2 semaines et on sera riche. Et si quelque chose tourne mal? Rien ne tournera mal, on a tout sous contrôle. J'ai serré les poings sous la couette, sentant la colère monter dans ma poitrine. Mais je me suis retenu. Calme, Antoine, calme. Dans 2 semaines, ils verront qu'il y a vraiment tout sous contrôle. Et si tu regardes cette vidéo et que tu aimes ces faits, laisse un pouce bleu et abonne-toi à la chaîne. Ton avis est important pour moi. Écris dans les commentaires ce que tu penses de cette situation. Les jours passaient lentement, comme si le temps lui-même se délectait de ma souffrance. Chaque matin, je me réveillais à côté de Juliette qui faisait semblant de dormir, tandis que je faisais semblant de croire à ce jeu. Son parfum, celui-là même qui me donnait autrefois des papillons dans le ventre, me donnait maintenant la nausée. Je l'embrassais sur le front avant de partir travailler. Je disais « je t'aime » comme un automate, alors qu'à l'intérieur je ne ressentais que le vide et une fureur froide. Paul est devenu encore plus effronté. Il a commencé à porter mes montres, celles que je gardais dans le tiroir de la chambre. La Rolex que je m'étais offerte pour mes 40 ans, la Tag Heuer, offerte par Claire. Je les voyais à son poignet quand il était assis sur le canapé, affalé sans vergogne comme le propriétaire des lieux. Je n'ai rien dit, j'ai juste souri et noté dans ma mémoire. Chaque vol, chaque mensonge, chaque humiliation était inscrit sur ma liste. Pendant ce temps, Marc continuait son travail. Il a installé des caméras supplémentaires, cette fois dans le garage et le jardin. Nous avons découvert que Caroline et Paul avaient une autre complice, une femme nommée Sylvie, qui vivait en Suisse et s'occupait du blanchiment d'argent. C'est à elle qu'il devait envoyer mes fonds dès qu'il les aurait obtenus. Marc a contacté Interpol, leur a transmis les informations. Sylvie a été arrêtée 3 jours plus tard. Caroline et Paul ne le savaient pas encore. Le maillon le plus important de leur chaîne venait de se briser. Un après-midi, en rentrant du chantier, je me suis arrêté devant la villa et j'ai vu une voiture inconnue dans l'allée. Une BMW noire avec des plaques allemandes. Je suis entré et j'ai vu 3 hommes dans le salon. L'un d'eux, plus âgé, aux cheveux gris et au costume coûteux, était assis dans mon fauteuil. Caroline et Paul se tenaient à côté, l'air nerveux. « Antoine », a dit Juliette en venant rapidement vers moi. « Voici Monsieur Heinrich, un ami de la famille. Il est venu de Berlin pour nous rendre visite. » Monsieur Heinrich s'est levé et m'a tendu la main. Je l'ai serré fermement, en le regardant droit dans les yeux. « Enchanté de vous connaître », ai-je dit en allemand. Je ne savais pas que ma femme avait de la famille en Allemagne. Caroline s'est figée un instant. Paul l'a regardé rapidement, une lueur de panique dans les yeux. Mais Monsieur Heinrich a simplement souri. C'est une vieille connaissance du temps de l'université. J'étais dans le coin et j'ai pensé passer les voir. Menteur. Je savais qui il était vraiment. Marc avait vérifié les plaques allemandes avant même que je n'entre dans la maison. Monsieur Heinrich, de son vrai nom, Horst Müller, était un notaire véreux de Berlin, spécialisé dans la falsification de documents pour les criminels. Il était venu pour les aider à finaliser le plan. Il voulait sûrement accélérer les choses. « Vous restez dîner » ai-je demandé poliment. « Malheureusement, je ne peux pas » a-t-il répondu. « J'ai un avion dans quelques heures. Mais merci pour l'invitation. » Ils sont sortis ensemble sur le perron. Je suis resté au salon. J'entendais leurs voix, des chuchotements, la tension dans l'air. Quand ils sont revenus, Caroline semblait détendue, mais Paul était toujours crispé. Monsieur Heinrich leur avait dit quelque chose qui les avait inquiétés. Tard dans la soirée, quand ils furent certains que je dormais, j'ai allumé l'écoute. Leur conversation était en anglais, mais Marc m'a fourni la traduction. « Horst dit qu'on doit agir plus vite », a dit Paul. Sylvie ne répond pas au téléphone. Quelque chose cloche. « Elle est peut-être juste occupée », a répondu Caroline, mais on sentait l'incertitude dans sa voix. « Non, il s'est passé quelque chose. Je le sens. Qu'est-ce que tu suggères ? Qu'on prenne ce qu'on peut et qu'on parte, maintenant, sans attendre le notaire. Combien on peut prendre sans sa signature ? Peut-être 30, 40 000 sur les comptes auxquels elle a accès. » Caroline a ri amèrement. « C'est rien. On avait prévu 2 millions, Paul. 2 millions. On ne peut pas reculer maintenant. Je préfère 30 000 que la prison. On n'ira pas en prison. On est prudent. Horst a tout vérifié. Les papiers sont parfaits. Dans 1 semaine, on sera libre et riche. 1 semaine. Il leur restait 7 jours avant le rendez-vous chez le notaire.
7 jours pour finir leur plan. Mais moi aussi j'avais 7 jours. Et mon plan était meilleur. Le lendemain matin, je suis allé à la banque. J'ai rencontré le directeur, M. Durand, qui s'occupait de mes comptes depuis 15 ans. Je lui ai raconté la situation, montré les documents. Il était bouleversé mais a accepté de coopérer. « Que voulez-vous que je fasse » a-t-il demandé. « Je veux que vous laissiez monsieur avoir accès aux comptes qu'elle voit, qu'elle pense pouvoir retirer l'argent. Mais au moment où elle essaiera, je veux que ce soit enregistré, filmé, documenté. Et je veux que vous bloquiez la transaction immédiatement. C'est risqué si quelque chose tourne mal. Rien ne tournera mal. Marc sera là avec la police. On les prendra en flagrant délit. » Monsieur Durand a hoché la tête. « D'accord. Mais je dois signaler ça aux autorités compétentes. Je vous en prie. Plus il y a de témoins, mieux c'est. » Je suis rentré à la maison avec une boîte de gâteaux achetés chez un pâtissier réputé de la place de la Madeleine. Caroline adorait les macarons. Je lui ai donné la boîte, l'ai embrassée sur la joue. Elle a souri, a ouvert la boîte et a pris un macaron rose. « Tu es si gentil, Antoine, » a-t-elle dit. « Tu prends tellement soin de moi. »« Quand parce que je t'aime » ai-je répondu en la regardant droit dans les yeux. « Je ne te trahirai jamais. » J'ai vu son sourire trembler un instant. A-t-elle eu des remords? J'en doute. Les gens comme elle n'ont pas de conscience. Ils n'ont que de l'avidité et du calcul froid. Le soir, j'ai appelé ma fille Léa en Angleterre. Nous n'avions pas parlé depuis un mois. J'étais trop occupé par toute cette situation. En entendant sa voix, quelque chose a craqué en moi. Un instant, j'ai voulu tout lui raconter, pleurer, lui dire à quel point j'avais peur, à quel point je me sentais trompé. Mais je me suis retenu. Je ne pouvais pas la charger avec ça. Elle était jeune, elle avait sa vie, ses problèmes. C'était mon combat. « Papa, tout va bien » a-t-elle demandé. « Tu as une drôle de voix. »« Tout va bien, ma chérie. Juste fatiguée. Comment vont les études ?» Nous avons parlé 1 heure de sa vie, des examens, du garçon qu'elle avait rencontré à l'université. J'écoutais son rire et je me rappelais pourquoi je me battais. Pas seulement pour moi, mais pour elle, pour son avenir, pour qu'elle n'ait jamais à s'inquiéter pour l'argent, pour sa sécurité, pour savoir si son père se ferait avoir par des criminels. « Léa, » ai-je dit avant de raccrocher, « souviens-toi que je te protégerai toujours, quoi qu'il arrive. »« Je sais, papa. Moi aussi je t'aime. » En raccrochant, je savais que j'étais prêt. Prêt pour ce qui allait arriver. Prêt pour la confrontation. Prêt pour la justice. Dans 6 jours, tout serait fini. Et Caroline et Paul apprendraient qu'ils s'étaient trompés de cible. Je n'étais pas un vieil homme faible et solitaire qu'on pouvait exploiter. J'étais Antoine Mercier, un homme qui avait bâti un empire à partir de rien, qui avait survécu à la mort de sa femme adorée, qui n'abandonnait jamais le combat. Et cette fois non plus, je ne lâcherai rien. 3 jours avant le rendez-vous chez le notaire, il s'est passé quelque chose que je n'avais pas prévu. Je suis rentré plus tôt car une réunion avait été annulée, et j'ai trouvé Juliette en pleurs dans la cuisine. Elle était assise à table, la tête dans les mains, les larmes coulant sur ses joues. Paul n'était pas là, il était sûrement sorti en ville. Un instant, j'ai ressenti quelque chose d'ancien, quelque chose que je croyais mort. De la compassion. J'ai voulu aller vers elle, la serrer dans mes bras, demander ce qui se passait. Peut-être que toute cette mascarade était trop lourde pour elle. Peut-être restait-il quelque chose d'humain en elle. Mais ensuite j'ai vu ce qu'elle tenait dans sa main. Une photo. Pas une photo de nous. Pas une photo du mariage. C'était une vieille photo d'elle et Paul, quelque part sur une plage, sans doute en Espagne. Ils étaient plus jeunes, plus heureux, souriaient à la caméra comme un couple d'amoureux. Au dos, il était écrit en anglais « Barcelone, 2018, Love You Forever ». Elle ne pleurait pas à cause de moi. Elle ne pleurait pas de remords. Elle pleurait parce que le temps où c'était simple lui manquait, quand il n'était en que 2, sans avoir besoin de faire semblant, sans tout ce jeu. Je me suis reculé silencieusement avant qu'elle ne m'entende. Je suis sorti et j'ai fait un tour en voiture dans le quartier pour me calmer. La colère est revenue, décuplée. Cette femme ne méritait pas de compassion. Elle ne méritait rien. Quand je suis rentré 1 heure plus tard, elle s'était reprise. Maquillage refait, sourire aux lèvres. Elle a demandé comment s'était passée la journée, si j'avais faim, si je voulais qu'elle cuisine quelque chose. Comme si de rien n'était. Comme si elle n'avait pas pleuré sur la photo de son véritable amant dans ma cuisine. Je n'ai pas faim, ai-je dit. Je mangerai plus tard. Je suis allé dans mon bureau et j'ai fermé la porte. J'ai appelé Marc.
Tout est prêt pour après-demain? Ai-je demandé. Oui. La police sera en civil, devant l'étude du notaire. Dès qu'ils entreront et essaieront de falsifier ta signature, on interviendra. Et le grec? Il a fait sa part. Les documents qu'il leur a fournis ont un défaut mineur. N'importe quel expert en faux le remarquera. Mais eux, non. Parfait. Antoine, a dit Marc après un silence. Tu es sûr? Ça ne va pas être facile. Tu la verras menottée, emmenée dans une voiture de police. C'est toujours ta femme, du moins sur le papier. Ce n'est pas ma femme, ai-je répondu froidement. Elle ne l'a jamais été. C'était une escroc qui jouait un rôle. Et maintenant, la pièce est finie. Le lendemain, Paul était étrangement calme. Il était assis dans le salon, buvait du café et lisait le journal comme s'il était en vacances. Caroline était dans le jardin. Elle parlait au téléphone en anglais. J'entendais des bribes de conversation par la fenêtre ouverte. Elle parlait d'avion, de Barcelone, d'une nouvelle vie. Il prévoyait de fuir le jour suivant la transaction chez le notaire. Le lendemain du jour, où il pensait voler ma fortune. Je me suis assis en face de Paul et je l'ai regardé un long moment. Il a levé les yeux de son journal et a souri avec incertitude. « Quelque chose ne va pas, Antoine? Dis-moi quelque chose, Paul. » Ai-je dit en utilisant délibérément son vrai prénom. Il n'a pas remarqué. « Combien de victimes as-tu eu avant moi ?» Il s'est raidi. « De victimes? De quoi tu parles? Les gens que tu as escroqués. Combien y en a-t-il eu? Je ne comprends pas. » Tu comprends, l'ai-je coupé. Tu comprends parfaitement. Je me demande juste si j'étais spécial, ou juste un numéro de plus sur la liste. Son visage a blêmi. Il a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais avant qu'il ne puisse le faire, Caroline est entrée. « De quoi vous parlez ?» a-t-elle demandé joyeusement, mais je voyais la vigilance dans ses yeux. « De la vie », ai-je dit en me levant. « Des choix qu'on fait, et des conséquences qui vont avec. » Je suis sorti de la pièce, les laissant dans le silence. Je savais que Paul lui raconterait cette conversation. Je savais qu'il commencerait à s'inquiéter, à se demander si je savais quelque chose. Mais il était déjà trop tard. Tout était prêt. Demain, à 10h du matin, nous avions rendez-vous chez le notaire. Et alors, tout leur monde s'effondrerait. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'étais allongé, Caroline dormait à côté, et je fixais le plafond en pensant à tout ça. À Claire, ma première femme qui ne m'aurait jamais trahi. Aux années passées ensemble, à l'amour qui était réel, à quel point j'étais seul après sa mort, à la facilité avec laquelle je m'étais laissé berner, parce que je voulais si désespérément tomber amoureux à nouveau. Mais maintenant, je n'étais plus seul. J'étais libre, libre d'illusions, libre de mensonges. Et demain, je serai libre d'eux. À 5h du matin, je me suis levé, j'ai pris une douche, j'ai mis mon meilleur costume. Je voulais être impeccable pour ce jour-là. C'était un jour important, le jour de la justice. Caroline s'est réveillée pendant que je me rasais dans la salle de bain. Elle est venue vers moi enveloppée dans son peignoir, les cheveux en bataille. « Antoine, tout va bien? Tu t'es levé si tôt. » « Réunion importante, ai-je dit sans me détourner du miroir. C'est peut-être la réunion la plus importante de ma vie. J'espère que ça se passera bien, a-t-elle dit en m'embrassant sur la joue. Ça ira, ai-je répondu. J'en suis sûr. Nous avons pris le petit déjeuner en silence. Paul nous a rejoints, il avait l'air de n'avoir pas dormi, nerveux. Caroline essayait d'être naturelle, mais je voyais ses mains trembler en versant le café. À 9h, nous avons quitté la maison. J'ai proposé de prendre ma voiture. Caroline et Paul ont échangé un regard mais ont accepté. Pendant le trajet vers le centre de Paris, personne ne parlait. La radio jouait une vieille chanson mélancolique, quelque chose sur la trahison et la vengeance. Ironique. Je me suis garé devant l'immeuble du notaire à 9h40. J'ai vu une voiture de police banalisée de l'autre côté de la rue. Marc était assis à la terrasse du café d'en face, faisant semblant de lire le journal. Tout était prêt. Quand nous sommes entrés, la secrétaire nous a conduits au bureau de Maître Bernard. Le notaire était assis derrière son bureau, l'air sérieux, professionnel. Il nous a salués, nous a invités à nous asseoir. Alors, a-t-il commencé en regardant les documents devant lui. Je comprends que vous souhaitiez effectuer un transfert de propriété immobilière. Caroline a hoché la tête en sortant la chemise avec les papiers. C'étaient les faux documents du grec, ceux avec le défaut volontaire. Oui, tout est là. Nous avons juste besoin de la signature de mon mari. Maître Bernard a pris les documents, a commencé à les examiner.
Son visage est resté neutre, mais j'ai vu ses yeux se plisser lorsqu'il a remarqué que quelque chose clochait. « Veuillez patienter un instant », a-t-il dit en se levant. « Je dois vérifier ceci. » Il est sorti de la pièce. Caroline et Paul se sont regardés, l'inquiétude se lisait sur leur visage. Paul a saisi sa main sous la table. « Qu'est-ce qui se passe » a-t-elle chuchoté. « Je ne sais pas » a-t-il répondu. « Peut-être la procédure ?» Je me suis tourné vers eux et, pour la première fois depuis des semaines, je me suis permis un vrai sourire. « Non, ce n'est pas la procédure », ai-je dit en anglais. « C'est la fin de la partie. » Leurs visages se sont figés, sous le choc. Caroline a ouvert la bouche, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, la porte s'est ouverte et Maître Bernard est entré avec 2 policiers. « Caroline Dubois et Paul Richter », a dit l'un des policiers en sortant les menottes. « Vous êtes en état d'arrestation pour fraude, faux et usage de faux, et tentative de vol. » Paul a bondi de sa chaise comme s'il voulait fuir, mais le second policier a été plus rapide. Il l'a plaqué contre le mur, lui a passé les menottes. Paul criait en anglais, jurait, se débattait. Caroline restait immobile, me regardait avec incrédulité, comme si elle ne pouvait pas croire que cela arrivait vraiment. « Tu savais » a-t-elle chuchoté. « Je le sais depuis 3 semaines, ai-je répondu calmement. Je connais vos vrais noms, votre histoire, toutes vos victimes. Je suis au courant pour Sylvie, qui est déjà en prison en Suisse. Je suis au courant pour le Grec, qui vous a vendu. Je sais tout. » Son visage est devenu blanc comme un linge. Je voyais son esprit travailler fébrilement, cherchant une issue, un moyen de se sortir de là. Mais il n'y avait pas d'issue. Pas cette fois. « Antoine, s'il te plaît, » a-t-elle dit, les larmes commençant à couler sur ses joues. « Ce n'est pas ce que tu crois. Je peux tout expliquer. Je t'aime vraiment. » « Non, l'ai-je interrompu. Tu ne m'aimes pas. Tu ne m'as jamais aimé. J'étais juste une cible, un autre idiot sur ta liste. Mais cette fois, vous avez mal choisi. » Le policier s'est approché d'elle, l'a aidée à se lever. Caroline n'a pas résisté quand il lui a mis les menottes. Elle m'a juste regardé, et dans ses yeux j'ai vu quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Pas de regret, pas de honte, juste une fureur pure et froide. « Tu nous as détruits, » a-t-elle dit entre ses dents serrées. « Non, » ai-je répondu. « Vous vous êtes détruits vous-même. J'ai juste empêché que vous fassiez la même chose à d'autres. » Ils les ont fait sortir du bâtiment. Les gens dans la rue regardaient, chuchotaient entre eux. J'ai vu Paul et Caroline être chargés dans le véhicule de police, disparaître derrière les vitres teintées. Marc s'est approché de moi, m'a tapé sur l'épaule. « Ça y est, » a-t-il dit. « Tu as tout sur l'enregistrement, toutes les preuves. Ils vont prendre perpète. »« Combien ?» ai-je demandé. « Avec leur passé ? Au moins 8 ans chacun. Peut-être plus si le parquet trouve d'autres preuves. » J'ai hoché la tête. 8 ans. C'était quelque chose. Mais ce n'était pas tout ce que j'avais prévu. Les jours suivants ont été intenses. Le divorce a été déposé et accéléré grâce au dossier de fraude. Juliette, ou plutôt Caroline, a signé tous les papiers depuis sa détention. Elle n'avait pas le choix. Elle n'a pas eu un centime, aucune part de mon patrimoine. J'étais libre. Mais ce n'était que la moitié du plan. La seconde moitié était plus personnelle. J'ai appelé toutes leurs précédentes victimes. L'industriel allemand de Munich, l'homme d'affaires italien de Milan, la famille du producteur de cinéma français qui s'était suicidé. Je leur ai raconté l'arrestation, les preuves, le fait qu'ils pouvaient maintenant porter plainte et récupérer une partie de leurs pertes. Les réactions ont été diverses. L'Allemand pleurait au téléphone, me remerciait, disait qu'il avait perdu foi en la justice mais qu'il la retrouvait maintenant. L'Italien était plus réservé, mais j'entendais le soulagement dans sa voix. La famille du producteur est restée silencieuse un long moment, puis sa fille m'a dit doucement « Merci. Mon père peut maintenant reposer en paix. » C'était quelque chose que Caroline et Paul n'avaient pas prévu. Je n'étais pas le seul à me libérer d'eux. Tous ceux qu'ils avaient blessés ont eu une chance d'obtenir justice, et ils l'ont tous saisie. Une semaine après l'arrestation, je suis allé voir Caroline au parloir. Je n'y étais pas obligé. Je ne le voulais pas. Mais je sentais que j'avais besoin de clore ce chapitre, d'avoir le dernier mot. Elle était assise de l'autre côté de la vitre, vêtue de l'uniforme orange, les cheveux en chignon, sans maquillage. Elle paraissait vieille, fatiguée. Il ne restait rien de la femme belle et charmante que j'avais rencontrée à la galerie. Ce n'était qu'une coquille vide. Elle a décroché le combiné.
J'ai fait de même. Pourquoi es-tu venu? A-t-elle demandé. Sa voix était rauque. Pour te dire que j'ai gagné, ai-je répondu. Je n'ai pas seulement gagné, j'ai détruit tout ce que vous avez construit pendant ces années. Sylvie est en prison. Le grec coopère avec la police. Tous vos contacts, toutes vos sources, tout est perdu. Et Paul? Il est dans la cellule d'à côté et te blâme pour tout. J'ai vu ses yeux s'écarquiller. Quoi? Il a parlé au procureur. Il a dit que c'était ton idée, que tu l'avais forcé, qu'il voulait arrêter tout ça mais qu'il avait peur. Il t'a vendu, Caroline. Ton bien-aimé, l'homme pour qui tu pleurais dans ma cuisine, t'a laissé tomber. Les larmes ont commencé à couler sur son visage. De vraies larmes, pas simulées. J'ai vu quelque chose se briser en elle, tout son masque, tout son professionnalisme froid s'effondrer. Il ne pourrait pas, a-t-elle chuchoté. On s'aime. Il ne ferait pas ça. Il l'a fait, ai-je dit. Tout comme tu l'aurais fait si tu en avais eu l'occasion. Je suis resté là encore 1 minute à la regarder pleurer, regarder son monde s'écrouler. Puis j'ai raccroché et je suis parti. Je ne me suis pas retourné. 1 mois plus tard, le procès a eu lieu. Caroline et Paul ont été condamnés à 10 ans de prison chacun. Toutes leurs victimes ont obtenu le droit à des dédommagements sur leur compte gelé. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Moi, je ne voulais pas de leur argent. Je voulais juste la justice. Et je l'ai eue. Je suis rentré chez moi, dans la villa vide de Saint-Cloud. La première nuit a été étrange. Le silence était bruyant, oppressant. Il n'y avait plus leur rire, leur chuchotement, leurs mensonges. Il n'y avait que moi et mes pensées. J'ai appelé Léa. Je lui ai tout raconté. Elle a pleuré, crié, demandé pourquoi je ne lui avais rien dit plus tôt. J'ai expliqué que je voulais la protéger, que je ne voulais pas qu'elle s'inquiète. Elle a compris. Elle a dit qu'elle rentrerait en France pour les vacances, que nous passerions du temps ensemble, qu'elle m'aiderait à retrouver l'équilibre. Cette nuit-là, allongée seule dans mon lit, j'ai pensé à Claire. À quel point j'aurais voulu qu'elle soit là pour me dire que tout irait bien. Mais elle n'était pas là. Il n'y avait que moi, mes souvenirs, et la conscience d'avoir survécu. J'avais été trompé, trahi, humilié. Mais je n'avais pas été détruit. Je me suis levé le lendemain avec un plan. Je vais vendre la villa. Trop de mauvais souvenirs. J'achèterai quelque chose de plus petit, plus chaleureux. Peut-être au bord de la mer, à Biarritz ou à La Rochelle. Je recommencerai à zéro. Caroline et Paul m'ont pris ma tranquillité, m'ont pris ma dignité, m'ont pris ma foi en l'humain. Mais moi, je leur ai pris leur avenir. Et c'était la meilleure des vengeances que je pouvais imaginer. Si tu suis cette histoire, abonne-toi à la chaîne et laisse un pouce bleu. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce qui s'est passé. Ton avis compte.